L'histoire commence avec notre protagoniste, qui nous dit qu'il n'a jamais l'intention d'aller à une école ou à un autre endroit où il étudie à nouveau. Toutefois, les choses ne semblaient pas se passer comme prévu. Il montait quelque part à cheval, soupirant et montrant le mécontentement sur son visage. Ses serviteurs attirèrent son attention, l'appelèrent Lee Han et lui dirent qu'ils étaient bientôt là. Ensuite, l'endroit où ils vont est la grande école de magie de l'Empire N. Roberts. Son serviteur, Al Rolong, se rend compte qu'il est utile à son jeune maître, malgré son vieux chevalier, ce qui le rend émotionnel. Alors qu'Al Rolong semblait heureux de ce qui se passait, en revanche Han Li ne semblait pas du tout heureux. Han Li voyait avec mécontentement qu'il ne pouvait malheureusement finalement pas se débarrasser de l'école, même dans une autre vie. Les souvenirs de son passé ressortent pour nous montrer ce qui s'est passé avant qu'il arrive à ce moment. Nous revenons donc au moment où il a obtenu son diplôme. Ses camarades de classe le félicitent pour son diplôme et disent qu'ils se sont enfin libérés de la vie d'esclavage et des enseignants de l'école dans la vie étudiante. Nous montrons sa vie quand il était étudiant et comment ses professeurs aimaient lui offrir des activités extrascolaires. Même le week-end, ils assignaient des devoirs très courts, une seule soirée, ce qui l'obligeait à étudier toute la nuit. Son régime alimentaire était horrible et il devait manger la même nourriture toute la semaine. Ses camarades de classe disent qu'il était normal que la vie quotidienne des étudiants soit ainsi, mais Han Li est plus surprenant que quiconque parce qu'il a enduré tout cela. Han Li a alors répondu que, étant donné que sa position était une blague, il faisait simplement de son mieux. Ses camarades de classe lui ont demandé s'il ne voulait pas reprendre ses études, car cela ne semblait pas lui déranger. Han Li a dit qu'il ne se souciait pas des apparences, qu'il n'y avait rien de spécial dans tout ce qu'il faisait, et maintenant il ne voulait plus aller dans aucun autre établissement d'enseignement. Il a dit qu'il voulait vivre pour lui-même, pour ne plus jamais avoir à rester dans un endroit comme l'école. La perspective se déplace vers quelqu'un qui semble être un chauffeur de camion. Le conducteur semblait désespéré car les freins étaient tombés en panne. Il a crié à ceux qui étaient devant de s'écarter. Cependant, le protagoniste au milieu de la rue ne voit pas le camion arriver et ne le remarque que quand il est juste devant lui. En fin de compte, tous ses efforts et son dévouement à l'éducation n'ont rien atteint. Sa foi ne pouvait être ébranlée, même après sa mort. Il se réveille dans un endroit étrange, avec le corps d'un enfant. Non seulement il s'est réincarné, mais il a gardé tous les souvenirs de sa vie antérieure. Il est maintenant connu sous le nom de Léon Vodamis, et est le troisième fils d'une grande famille de mages de l'Empire. Après avoir pris connaissance de sa situation, il a pleuré avec émotion. Il pense que sa vie difficile en tant qu'étudiant a enfin payé, et qu'il a maintenant enfin la chance de vivre une vie paisible et paisible. Cependant, il se trompait. Dans la famille des Wardamis, il y a des règles. La première est que le fils aîné a toujours tout. Quant aux autres fils, ils doivent trouver leur chemin sans les privilèges accordés par leur famille. La scène devient un terrain d'entraînement, avec une épée en bois à double usage. Là-bas, Orlong et Han Li pratiquent l'escrime et malgré tout, heureusement sa famille le soutient au moins et apprend tout ce qu'il veut. Orlong lui demande s'il ne veut pas en profiter comme une opportunité pour emprunter le chemin de l'épéiste. Lee Han répond à son tour qu'il deviendra mage car c'est le chemin le plus stable de sa vie. Orlong semble troublé par cette réponse, laissant Lee Han se demander si sa réponse n'est pas trop simple pour lui. Très ému, Orlong dit qu'il a été touché par la grande sagesse de son jeune maître et par le choix de suivre ce chemin. Son interprétation des mots du protagoniste est celle d'un aristocrate aux grandes ambitions. Lee Han est surpris et ne sait pas comment réagir. Il pense que nous seuls avons des attentes trop élevées. En fait, il veut beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. La vérité est que dans chaque classe de la société, il y a des opportunités pour des mages puissants. Par conséquent, je pense que la meilleure école de magie de l'Empire est l'endroit où il a la meilleure chance. De retour au présent, le protagoniste regarde l'école et se dit qu'il n'a qu'à supporter quelques années. Le souvenir d'un homme apparut dans son esprit, disant qu'il ira bien à l'école, car même le patriarche a loué son talent. En parlant à Al Rolong, la main dit que même s'il l'avait empêché d'apprendre la magie quand il était enfant parce qu'il pensait que la magie était dangereuse, il était toujours reconnaissant à Al Rolong, et ils se sont dit au revoir car depuis lors, il n'y avait plus de serviteurs ou de monture pour poursuivre le voyage. Le protagoniste regarde sur le côté et remarque une voiture roulant devant, bien que cela ne soit pas autorisé. En regardant vers l'avant, il remarqua qu'en plus des étudiants, il y avait des chevaliers et des serviteurs qui accompagnaient leurs nobles. Bien que seuls les étudiants nobles de l'académie puissent entrer, il y a encore plus de monde qu'il ne devrait y avoir. Encore une fois, Lee Han déclare que si je récupère, il doit aller seul, sans l'aide d'un domestique ou d'un serveur. À côté de lui, Han a remarqué quelqu'un de bouleversé et a demandé si tout allait bien. Le garçon était nerveux, car il ne pouvait pas dormir sans son domestique à ses côtés. Étonné par les paroles du noble, il se tait simplement. Mais le noble commença à expliquer que ses serviteurs étaient presque comme ses membres les plus importants, sans lesquels il ne pouvait rien faire. N'acceptant pas ces règles, sachant que l'académie acceptait les esclaves, les nobles se rendaient à la porte pour faire face à un mage. Han Li était curieux de savoir comment les choses se dérouleraient et regardait ce qui se passerait. En conséquence, la servante l'a réprimandé par la magie sur l'esprit du noble. Ce qui étonnait même Han Li, c'est que les mages de l'académie ne toléraient pas le manque de respect, même de la part des nobles. Puis les portes de l'académie s'ouvrirent et un étrange brouillard vert commença à se répandre. Une étrange lumière verte sortit de la porte et une voix leur dit que, à mon avis, tout était une illusion. Han Li sentit une pression énorme venant de la porte. Il se demande si toute cette pression vient du directeur de l'école.
Les gens autour de lui étaient paralysés et ne pouvaient rien faire. L'homme mystérieux dit qu'ils ont tous été avertis de rester seuls et de ne rien apporter, mais maintenant qu'ils ont tous enfreint les règles, il les obligera personnellement à les obéir. Des vents forts soufflèrent par la porte et emportaient tout ce qui était indésirable, tandis que les nobles criaient que leurs biens étaient emportés. Tout le monde resta immobile sous le choc, mais le mystérieux les appelle des imbéciles et leur dit de bouger tous. Il ordonna à tout le monde d'entrer et tout le monde passa petit à petit par la porte. Un crâne vert dans le ciel est responsable de tout ce qui se passe. Puis il a crié à tous les élèves d'entrer rapidement. Ainsi commença le premier jour de la meilleure académie de magie de l'Empire. Lorsqu'ils passaient devant l'académie, les nobles se plaignaient du recteur d'établissement qui leur disait que leur esprit était lent. Liande marchait en silence et entendit quelqu'un l'appeler derrière lui, alors il se retourna pour voir qui c'était. C'est une jeune fille noble nommée Yona Makong qui l'appelle, et la raison pour laquelle elle l'appelle est que le prince veut lui parler. Il n'a pas montré beaucoup de réaction. Le personnage principal regarde dans la direction pointée par Yona. Là, il vit un garçon heureux, aux cheveux blonds, qui semblait très sympathique. Le prince regarda avec plaisir le personnage principal. En attendant, Han Li se demanda si le garçon devrait vraiment se qualifier de prince, bien que l'empereur ait beaucoup d'enfants dans tout l'Empire. D'autant plus que l'empereur a déclaré qu'il n'élèverait aucun autre enfant que son premier enfant, et que les gens de la famille royale seraient pires dans un endroit plein de nobles de différentes familles. Dioner demanda alors à Li Han s'il voulait les accompagner. Elle mentionna qu'elle avait été rejetée plusieurs fois avant qu'il n'accepte. En entendant cela, Li Han a commencé à regretter son choix. Gainando est le nom du prince qui se prétend être le 97e prince. 3 amis se sont formés. Le temps passe et Gainando essaie de dire quelque chose à Han Li, se montrant un homme assez immature. Le prince s'est plaint auprès de Li Han de ceux qui l'ont rejeté. Pour le réconforter, Han Li dit que les autres ne comprenaient pas sa noblesse. Mais le prince est un idiot qui ne comprend pas, alors Li Han a dû féliciter Gainando encore. Gainando se plaignait, mentionnant que cet homme a parlé à Ardnar, puis a vu une jeune fille entourée de flatteurs. C'est Adnad, la 44e princesse de la famille royale. En voyant la princesse, le protagoniste réalise que, contrairement à son frère aîné, elle dégage élégance et noblesse. Ensuite, Gainando propose au protagoniste de battre le garçon qu'il a rejeté. Han le refuse et dit que les nobles ne devraient pas agir ainsi. Gainando demande alors conseil au protagoniste. Celui-ci répond qu'il devrait pardonner, mais s'il refuse, il peut défier la personne en duel. Gainando décide de pardonner à ceux qui l'ont rejeté. Yoner, qui observe tout, félicite Han Li d'avoir réussi à calmer le prince, car même si elle est sa parente, il n'est pas facile de gérer son obstination. Han Li est curieux et lui demande pourquoi elle s'occupe de lui malgré tous les ennuis qu'il cause. Mais avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, une étrange flamme verte commença à sortir du sol. Les crânes apparaissent devant eux et les appellent des têtes épaisses. Un noble le désigne du doigt et l'appelle Lich. Les Lichs sont des archmages qui transcendent la mort pour devenir des morts vivants. Cela a surpris Li, car il savait que Lich était le directeur d'une académie royale de magie. Le directeur demanda alors à tout le monde s'il savait pourquoi il les appelait idiots. Adnad répondit immédiatement que c'était parce que les novices de l'académie avaient du fer comme symbole. Le directeur semblait satisfait de cette réponse, disant qu'il donnerait à son dortoir une note parfaite de 10. Cependant, il est rapide de dire que tout était un mensonge, ce qui a embarrassé Adenar d'avoir été trompé. Il explique alors que la raison pour laquelle les novices ont pris le fer comme leur symbole est parce que le fer a des possibilités d'utilisation infinies parmi tous les métaux. Les élèves ont été impressionnés par les paroles du directeur, mais alors le directeur a commencé à se moquer de l'élève en disant qu'il avait menti. Une fois de plus, tout le monde a été choqué par la farce du directeur. Li Han a alors remarqué que personne n'était en mesure de répondre à ces moqueries. La densité des pouvoirs magiques dans la pièce est trop élevée et peut empêcher les élèves de prendre toute initiative. Curieusement, le protagoniste est habitué à la densité magique, ce qui le fait se demander si le directeur a baissé la pression pour les élèves. Lorsque le directeur interroge son comportement, il remarque qu'une personne parvient à se déplacer devant lui. Il semble que ce garçon soit plus spécial que les autres. Poursuivant ses instructions, il ordonna à chacun de se diriger vers une porte. Les élèves obéissent et se dirigèrent vers la porte. En franchissant la porte, ils arrivèrent dans la salle à manger, où la table était déjà remplie de nourriture. Le directeur a donc ordonné à tout le monde de se reposer pendant le repas. Tout le monde a été impressionné par le repas. Il existe une grande variété d'aliments à manger. Gainando fut le premier à se servir. Alors que les élèves se préparaient à manger, toute la nourriture disparut encore une fois. Le directeur trompe les novices. Le directeur éclata de rire, amusé par l'innocence du novice. À ce moment-là, le protagoniste se demande si le directeur a beaucoup perdu après être devenu Lich. Le directeur jette des vêtements et de la nourriture sur les élèves. Je ne comprends rien. Les élèves ont été surpris par tout cela. Après cela, il a distribué des uniformes et des rations à tous. Toutes ces réactions sont exactement ce qu'il veut voir. Pour obtenir le meilleur de tout, ils devront utiliser la magie pour tout obtenir. Ainsi, les règles principales du collège sont proposées.
Un étudiant demande des fournitures à quelqu'un de l'extérieur, mais le directeur explique qu'aucun étudiant de première année n'est autorisé à quitter le collège et qu'ils ne peuvent rien apporter de l'extérieur. Après avoir tout expliqué, le crâne disparaît mystérieusement de la pièce, puis disparaît complètement. Il leur souhaite bonne chance et de devenir de grands mages. Après avoir été témoin de tout cela, Han Le réalisa que les professeurs de cette école ne seraient pas différents de ceux de sa vie antérieure. Il associe même son professeur de laboratoire aussi fou que le crâne. Li Han, étonné de cette similitude, ne remarque pas que Ganado l'appelait. Garnando se plaint du traitement du liche, mais Li Han continue de l'ignorer. Ses vêtements et la nourriture de mauvaise qualité ne satisfaisaient pas les princes de l'Empire. Quant à Han Li, qui n'avait même pas remarqué Garnando, il en conclut que cet endroit est en réalité meilleur qu'il ne l'avait imaginé. En entendant cela, Garnando pense à quel point la famille vaudenaise est mystérieuse et étrange. Selon lui, il faut beaucoup maltraiter pour être heureux de ce traitement à l'école. Ganado a été désolé pour le protagoniste et l'a même invité un jour en tant qu'invité chez lui. Sans plus de conversation, les deux hommes se dirigèrent vers le dortoir, et j'étais censé empêcher les conflits entre les nobles. Les dortoirs sont divisés en 4 sections en fonction de leur statut. La première est la tour du dragon bleu, pour les nobles de haut niveau. C'est là que les protagonistes resteront. Vient ensuite la tour du phénix, dédiée à ceux qui ont consacré leur vie à la flamme sacrée, un lieu exclusif pour les membres de la religion impériale. Ensuite, il y a la tour du tigre blanc, où vivent les familles de chevaliers qui suivent le chemin des chevaliers et des mages. Enfin, il y a la tour omnisciente des tortues noires. C'est un dortoir qui abrite la population la plus diversifiée, allant des esclaves aux aristocrates de basse statut. Pour cette raison, ce sont les dortoirs qui subissent le plus de discrimination. Pour les étudiants aristocratiques, ce dortoir n'a aucune valeur. Cependant, il semble que Han Li les trouve étrangement intéressants, croyant qu'ils feront de bons partenaires d'affaires. Il pense aux énormes opportunités commerciales qu'apporterait l'amitié avec les personnes de son dortoir. Un noble crie son mécontentement envers ces gens. Tout le monde se tourne vers lui. Après avoir réussi à attirer l'attention, il demande avec arrogance s'il a dit quelque chose de mal. Le protagoniste, qui ne veut pas perdre ses futurs partenaires commerciaux, intervient pour les défendre, affirmant qu'il n'y a pas de différence d'identité entre les étudiants. Comme le protagoniste vient de la famille vaudenaise, ses paroles sont prises au sérieux. Avec cela, il se sent heureux, pensant avoir gagné le respect de tous. Mais les choses ne se passent pas comme il l'espérait, et certains craignent sa famille. Il y a des rumeurs sur la famille vaudenaise, notamment que le patriarche est un dragon. Une telle réaction ne le surprendrait même pas. Voyant Yoner à proximité, il demande si ces rumeurs correspondent. Mais pour elle, Li Han semblait digne. Dinando voit les hommes parler de loin, se plaignant d'être seuls. Les hommes se dirigèrent vers le prince. Li Han lui demande encore pourquoi elle supporte ce prince. Elle répondit vite, disant que c'était à cause de sa mère. La scène passe à un grand palais. Ce sont les souvenirs de Yuna quand il était enfant. Elle jouait à côté d'une belle dame quand soudain elle a trébuché et a renversé du vin sur la robe de la dame. Les vêtements salis étaient ceux de la reine qui réconforta l'enfant. La reine prit l'enfant effrayé dans ses bras, disant que c'était juste une petite erreur. Très touchant. La fille regarda sa reine. Cependant, toute l'image est brisée, car Yoner nous dit que tout est une illusion du protagoniste. Ce n'est rien de plus que l'impératrice pour vous soudoyer et vous lier d'amitié avec Ganando. Après cela, le protagoniste voit une chance de devenir ami avec le prince. Traversant l'académie, il réalise que l'académie est immense, avec lacs et forêts. Il comprend que les liches disent le vrai et qu'ils doivent tout trouver eux-mêmes. Voyant des étudiants perdus, il demande à son hôte qui lui répond que la route vers leur dortoir est juste devant. Perplexe, il s'approche pour comprendre. Le sol tremble, paniquant tout le monde. Une tour étrange émerge du sol. Les étudiants ne croient pas ce qu'ils voient et se demandent ce qu'est cette tour. La tour semble petite pour eux. Ils rendent même la photo inconfortable avec sa taille. Lian est curieux de la tour, le prince continue de se plaindre. En entrant dans la tour, quelque chose d'inattendu se produit. Tout disparaît, laissant le protagoniste seul dans l'obscurité. Ne comprenant pas, le protagoniste cherche autour de lui. Une voix mystérieuse le salue et demande où il veut aller. Observant l'espace, il se rend compte que tout est magique. Après avoir compris, il demande quelles sont ses options. La voix le félicite pour sa rapidité et explique qu'il a le choix entre sa chambre et la salle des nouveaux étudiants. Il demande s'il y aura plus d'options à l'avenir. Il est expliqué que plus d'endroits seront débloqués en découvrant leur nom, mais pour l'instant, c'est limité par le directeur. Avec 2 choix, il décide d'aller dans sa chambre. Lian est de nouveau accueilli et emmené dans sa chambre. Dans sa chambre, Han Li lit des livres sur Irongard. Une matière est obligatoire, les autres sont facultatives. Il découvre que le directeur se nomme Ozu Gandatis. Pour Han Li, l'académie était plus détendue et moins restrictive que son ancienne école. Même sa chambre était confortable.
Cependant, les autres étudiants n'avaient pas la même impression. Li-Han, satisfait de tout, décide de voir quel sujet les autres choisiraient. Dans la salle des nouveaux étudiants, Han Li et Yuna discutent ensemble. Yuna veut suivre le chemin de l'alchimie. Elle a informé Li-Han que son but est de devenir un grand fournisseur de produits du palais. Enthousiasmée, elle propose au protagoniste de la rejoindre, mais c'est trop difficile pour lui de s'implanter sur le marché, ce n'est pas ce qu'il veut. Voyant que Han Li ne semblait pas intéressé, le propriétaire lui a demandé quels sujets il était intéressé. Ensuite, dans sa tête, tout ce qu'il voulait était quelque chose de facile, avec peu de compétition. Il voulait simplement devenir un simple fonctionnaire de l'Empire. Cependant, il manque le courage de dire à Yoner que son souhait est si simple. Finalement, il ne donne que des réponses vagues, mais leur conversation est interrompue par le prince désespéré qui dit que sa chambre a été envahie. Les deux hommes qui savaient comment était le prince ne prêtaient pas beaucoup attention à ses paroles. Même s'il dit que ses affaires ont été volées, il est ignoré. Une journée s'est écoulée et Li-Han lisait les bases de la magie. C'est la seule matière obligatoire à l'académie. Quand il ferma le livre qu'il lit, il remarque quelque chose autour de lui. Tous les élèves semblaient épuisés par manque de nourriture et de lits inconfortables. Les nobles n'avaient pas bien dormi. Li-Han trouva cette situation étrange, car rien ne pouvait le déranger. Le souvenir de son passé comme simple ouvrier lui revint à l'esprit, sans repos ni repos. Il a même dû manger des barres de céréales au déjeuner. Même ses collègues n'ont pas le choix. Ses collègues vont même promettre un festin à la fin, ce qui n'est rien d'autre que Raymond. Malheureusement, après une longue journée de travail, il a vraiment mangé Raymond pour le dîner et n'a rien mangé qu'une barre de céréales. Après avoir rappelé son passé, le protagoniste se sent reconnaissant d'être dans une meilleure situation dans cette vie. Les élèves devant lui disent qu'ils sont arrivés dans la classe. Ils ouvrent la porte de la salle de classe et ne regardent pas vers l'avant, si bouleversés. Quand ils ont décidé de regarder vers le haut, ils ont été surpris par ce qui était à l'intérieur. Un étudiant est même tombé en arrière sous le choc, tandis que l'autre a demandé si c'était vraiment la salle de classe. À l'intérieur, il y avait un homme d'apparence différente, avec des crocs dans la bouche et une peau bleue. C'est un troll qui, pour une raison quelconque, est déjà là pour les attendre. Dans ce monde, les trolls ne sont rien d'autre que des monstres féroces et sauvages. Pour une raison inconnue, devant eux, se tenait un troll vêtu de vêtements ordinaires, comme un humain. Le troll leur dit de se dépêcher et d'entrer. Tout le monde s'assit. Elle se présente comme moitié troll, Garcia King. Pour apaiser les étudiants effrayés, elle dit qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur, elle n'avait jamais rencontré d'humain. Soudain, elle lèche les lèvres, elle regarde sa proie et dit qu'elle ne fera rien tant que son estomac est plein, effrayant tout le monde, y compris le prince. Garcia King a vite regretté la blague qu'elle avait faite. Poursuivant le cours, Garcia explique que la plupart des sorts ne seront pas utilisés car ils sont trop dangereux, mais qu'elle enseigne néanmoins les principes de la magie afin que chacun puisse trouver son chemin en tant que mage et devenir ainsi la boussole qui guidera son voyage. Ils sont soulagés de voir qu'elle ne ressemblait pas à la directrice qu'ils avaient rencontrée. La première question qu'elle pose à ses élèves est ce qu'est un mage ou une magie. Renforcez notre réponse en disant que devenir mage façonne le monde selon la volonté de un. Garcia loue sa réponse, mais indique qu'il y en a plus. Elle ajoute ensuite qu'un mage doit être capable de percevoir et de manipuler les façons qui les entourent. Cependant, cela à lui seul ne fait pas un mage. La capacité de rassembler et de combiner des pouvoirs magiques pour créer des résultats est également nécessaire. En raison de la nécessité de créer des sorts et des zones, une forte volonté est essentielle pour s'assurer que tout le monde comprend. Eh bien, le professeur leur a demandé d'essayer tous. Elle a demandé aux élèves d'essayer de collecter la magie dans leurs baguettes. Puis les élèves commencent à s'entraîner. Garcia demande à chacun d'imaginer une image de lumière en guidant la magie. Yoner lutte, mais continue de guider. Pour elle, c'est comme essayer de contrôler les rênes d'un cheval sauvage. Continuant à enseigner, le professeur demande à tout le monde de répéter le même mantra. Elle dira qu'une lumière vive est apparue. Quand elle appelle à la lumière, elle devient plus forte et éclaire la pièce avec sa lumière. Finalement, le professeur a dit qu'il n'avait pas d'importance quel mantra ils utilisaient, tant qu'il était court et les aidait à rester concentrés. Après avoir combiné les 3 principes de base donnés par l'enseignant, le protagoniste comprend ce qu'il faut faire. Au début de la pratique, il n'y avait qu'une petite quantité de pouvoir magique dans sa baguette, qui commençait à prendre forme sous la lumière brillante, comme l'avait montré le professeur. Cependant, même si les choses semblent bien se passer, il a quand même des problèmes. Les autres étudiants semblent aussi avoir du mal à contrôler leurs pouvoirs magiques. Ganando est même devenu effrayé parce que ses pouvoirs magiques étaient contre sa volonté. Ses pouvoirs magiques semblent être sur le point de l'attaquer, mais bientôt son professeur lance un sort pour le protéger. Elle a créé des ailes d'ange sur son dos pour le protéger. Elle les réconforte en disant que même s'ils échouent et provoquent un accident avec leur magie, elle sera là pour les protéger. Par conséquent, elle les encourage à continuer à essayer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pouvoir magique en eux. Lors de la deuxième tentative, un tiers des élèves avaient abandonné la pratique. Malgré sa simplicité, la magie que tout le monde pratique prend 1 mois à apprendre. Cependant, Garcia n'a pas donné cette information aux étudiants, estimant qu'ils devraient le découvrir eux-mêmes. Après 7 tentatives, la plupart ont abandonné, à l'exception de Han Li, qui semble toujours intéressé par l'apprentissage. Il a insisté pour continuer, même le dernier à avoir une quelconque passion. En attendant la réponse du professeur, il la regarde et cherche son approbation.
Cela dit, le professeur se demande comment il a encore de l'énergie, bien qu'il soit normal pour un novice qui possède une bonne réserve de force d'abandonner. Lors de la 5e tentative, Bennett nous explique que l'origine de Major peut porter différents noms selon chaque région ou croyance. Mais malgré leur origine différente, tous ceux qui entrent dans le chemin du mage peuvent ne faire face à un manque de mana. Avec un tel talent, Garcia a demandé le nom de Han Li. Après que Han Li se présente sans utiliser son nom de famille, Garcia est satisfaite de l'attitude du garçon et lui demande de venir la voir. Han Li était devant elle et Garcia demanda sa main. Han Li obéit simplement et lui donna sa main. Touchant la main de Han Li, Garcia commença à ressentir son incroyable pouvoir magique. Quelque chose d'étrange se produit et elle se retrouve entourée. Au bord de l'eau, elle regardait dans toutes les directions, essayant de voir quelque chose. Cependant, tout ce qu'elle voyait était un vaste océan autour d'elle. Han Li appelait fort son professeur et réussit à la ramener à la réalité. Par inquiétude, il lui demande si elle va bien. Garcia assure qu'elle va bien et demande de retourner en classe. Alors qu'elle se demande ce qui s'est passé, nous voyons que Ganando croit toujours que son professeur pourrait dévorer quelqu'un, et même le dit à Yoner, qui connaît sa stupidité et lui dit simplement de se taire. Garcia invite Lian à la rencontrer après les cours. Poursuivant cette leçon, Garcia dit qu'il est normal de manquer de pouvoir magique, mais qu'à mesure qu'ils s'entraînent, ils gagnent plus de pouvoir et réduisent leur consommation de pouvoir magique. Cependant, ils ne devraient pas pratiquer de manière imprudente, surtout pour obtenir Ando. À la fin de son cours, elle souligne à Ando qu'elle ne mange pas les gens, donc la première session est terminée. Après la classe, nous avons vu Li Hengreng rencontrer son professeur seul. Garcia a alors commencé à expliquer pourquoi elle l'avait appelé pour la rencontrer après les cours. La vérité est qu'elle avait déjà entendu parler de Lian de la part du directeur. Lian est choqué d'apprendre qu'il avait attiré l'attention du liche, que nous pensons être rien d'autre qu'un fou. Mais Garcia le rassure rapidement et lui dit de ne pas s'inquiéter, car malgré ses apparences, le directeur est une personne gentille. La vérité est que le directeur observe attentivement tous les élèves à leur insu. Ensemble, avec les professeurs, le directeur discute de chacun des nouveaux étudiants qui entrent dans l'académie. Dans ses observations sur Han Li, le directeur mentionne que Han Li possède une grande stupidité. Garcia se demande même pourquoi Han Li possède une telle stupidité. Peut-être c'est une manière de dire que quelqu'un qui semble très stupide pourrait en réalité cacher une grande sagesse. Elle est arrivée à la conclusion que le directeur voulait dire que Han Li avait un grand potentiel. Ses attentes à l'égard de lui montaient, lui donnant envie de le connaître personnellement. Han Li appelait son professeur, qui était plongé dans la pensée. En revenant à la réalité, Garcia ne peut pas révéler tout ce qu'elle sait. C'est une autre raison de l'appeler. La raison était qu'il possédait beaucoup de mana. Mais pour Han Li, cette raison n'avait aucun sens. N'importe qui pouvait augmenter sa réserve de mana par l'entraînement. Cependant, il ne s'agit pas seulement d'avoir une grande quantité de mana. Pour Garcia, le mana de Han Li avait atteint un niveau où elle ne pouvait même pas mesurer la limite. Selon elle, dans ce monde, la base de mana qu'une personne possède est un don. Cela rend plus facile pour les mages de ne pas avoir à entraîner les réserves de mana. Le protagoniste se réjouit de son incroyable talent, mais sa vraie joie vient de savoir que cela lui rendra la vie plus facile. Garcia avait une pitié dans ses yeux, mais il ne semblait pas partager sa joie. Le protagoniste perplexe lui demande pourquoi elle semble malheureuse. Elle explique que trop de valeur de force était un problème. Tout comme il est facile de contrôler l'eau dans une tasse, le mana est plus facile à contrôler lorsqu'il est en petite quantité. Cependant, tout comme l'océan, le mana que possède Han Li était presque impossible à contrôler. Han Li fut choqué par les paroles de son professeur. Les choses les plus importantes pour un mage sont celles avec lesquelles il luttera le plus. L'idée qu'il était difficile de contrôler son mana l'avait désespéré. Garcia lui offre un bracelet étrange. Le bracelet absorberait du mana pour l'aider et le remettre à nouveau excité, mais sa joie est interrompue lorsqu'elle dit que ce ne sera pas si simple. Elle lui dit qu'il doit continuer à pratiquer l'utilisation du mana pour éviter les problèmes, lui permettant de le pratiquer seul plus tard avec 2 autres personnes, et il continue à déplorer les difficultés auxquelles il sera confronté. Il demanda s'ils avaient déjà décidé quel sujet ils voulaient suivre. Yoner, sûr qu'elle apprendrait l'alchimie, demanda même aux autres s'ils voulaient la rejoindre. Gainando se moquait de son choix, allant jusqu'à dire que c'était un chemin pour tes serviteurs. Cela finit par provoquer Yuna et l'amener à se jeter sur le prince. Voyant sa colère, le protagoniste décide de simplement regarder. Elle appelle Gwenando, qui se retourna un coup d'œil insouciant. Elle le laisse s'envoler, lui disant de ne pas chercher de potion pour se guérir. Pendant ce temps, Lian avait simplement observé la technique de Yoner et a conclu que c'était un coup de poing bien mérité. Alors qu'il marchait, un personnage principal demande à Yoner si elle frappe trop fort. Mais en voyant la réaction de Yoner, le protagoniste se rend compte qu'il est déjà normal qu'elle le frappe. Les 2 hommes changent de sujet et regardent les étudiants depuis une autre tour. Ces étudiants de la tour de Turbine Noire avaient les yeux fixés sur Han Li le temps. Quand les civils rencontrent les nobles, ils réagissent avec peur ou mécontentement. Ces étudiants montrent de l'hostilité. Han Li a décidé de ne pas s'impliquer avec ses étudiants, alors tout le monde est allé sur la pelouse de l'académie pour la prochaine classe. Une étrange voix demanda si tout le monde était là. Han Li pensait qu'un autre professeur d'une race très différente viendrait enseigner, mais il fut déçu de voir un simple nain. Son nom est Uregulum Jumdar. Irregulum commença en disant qu'il savait que tout le monde se demandait pourquoi ils étaient dehors sans table ni chaise sur lesquelles s'asseoir.
Ardnar répondit volontairement, mais encore une fois, Adenar était gêné par une mauvaise réponse. Le propriétaire du magasin demanda à Han-li s'il savait pourquoi ils étaient là. Il répondit que c'était juste un endroit pour rassembler des matériaux. Étonnamment, sa réponse est correcte. Le professeur Yuri Goram sourit à la réponse de Lehan. Et Anad regarde le personnage principal avec un regard envieux. Cela inquiétait Han-li de la possibilité d'un concurrent. Greg Allen attire l'attention de tous et explique les éléments essentiels de l'alchimie. Tout le monde sait qu'Alchimie 1 nécessite du talent et une bonne maîtrise des manières. Pourtant, le professeur dit que la vraie nécessité est de pouvoir acquérir du matériel. Yoner était la plus excitée et ses attentes furent brisées. Adnad dit que c'est exagéré de faire une telle compétence fondamentale en alchimie quand on peut cultiver ou acheter du matériel. Certains étudiants se demandent si c'est si crucial pour l'alchimie. Rigolum, furieux, les traite d'idiots pour ne pas connaître les bases. Rigolam explique alors que seulement 10% du matériel peut être cultivé personnellement. Quant aux matériaux achetés tels que les matières médicinales, ils sont souvent inutiles en raison des mauvaises méthodes de collecte des aventuriers. Il est lui-même scandalisé que des produits aussi sensibles que les médicaments soient traités si brutalement lors de la collecte. Mais il s'est rapidement calmé et finit par dire qu'il est essentiel pour un alchimiste de savoir recueillir des matériaux. Fatigué d'expliquer, le professeur Yuri Gollum laisse la thèse entre les mains de ses élèves. Sur cette feuille, il y a un dessin du matériel à rassembler. En parlant du cours pratique d'alchimie, Han-li et Yoner discutent ensemble des herbes qu'ils doivent recueillir. Cependant, Han-li était troublé. Il devait chercher ces herbes dans cette forêt qui semblait très dangereuse. Voyant qu'il y aurait des risques de rester en paire, les propriétaires suggèrent de trouver d'autres personnes pour les rejoindre dans leurs recherches. Parce qu'ils veulent quelqu'un de la même tour qu'eux, le protagoniste suggère d'inviter la princesse Adinal. La propriétaire du magasin doutait qu'elle voudrait se joindre à eux, mais Han-li pensait qu'ils pouvaient s'unir puisque tout le monde voulait la même chose. Malheureusement, il est déjà trop tard. Tous les nobles se sont unis sans le savoir. Même les étudiants de Black Turtle Tower qui ont évité le personnage principal se sont joints à elle. Cela rend même Lian un peu envieux. Mais contrairement à lui, la princesse Adinal est réputée pour son intelligence et ses talents, ce qui fait d'elle une célébrité en dehors de l'académie, opposition à Garnando, qui n'a pas cette réputation. Il n'y avait plus de nobles pour coopérer, donc leur seule option était les étudiants de la Tortue Noire. Même s'ils ne l'aimaient pas, le protagoniste n'avait pas d'autre choix que de s'approcher de l'un d'eux. Puis quelqu'un a attiré son attention. Cet homme avait un symbole étrange autour de la taille, une peau sombre et des oreilles pointues. Cette jeune fille est un elfe noir, elle s'appelle Melia et elle vient du nord de l'Empire. Elle faisait partie d'un groupe de chasseurs et d'explorateurs. Melia observait attentivement l'image de l'herbe. Elle a dit que ce n'était pas difficile pour elle. Elle pensait que c'était une bonne occasion de se démarquer parmi les étudiants les plus talentueux, mais quelqu'un s'est approché et a capté son attention. Ceux qui se présentent sont Yoner et Lehan. Nelia reconnaît seulement Yona et leur demande ce qu'ils veulent. Les deux ont demandé directement à Nelia si elle voulait se joindre à eux. Cela la rend encore plus confuse. Dans son esprit, tous les nobles sont pareils. Ils sont snobs, et peu importe à quel point vous êtes gentil avec eux, ils ne seront jamais satisfaits. Toutefois, Han-li pensait qu'il était plus dangereux d'être seul si le monstre apparaissait. Nelia n'y avoir besoin d'aide, ce qui pousse Lehan à s'interroger pourquoi. Lehan déduit qu'elle pense peut-être qu'ils veulent l'utiliser comme appât. Nelia essaie encore de dire qu'elle irait seule, mais le protagoniste l'interrompt. Il pensait qu'elle ne connaissait pas les dangers de cette forêt, et même si elle trouvait cette herbe, elle ne pourrait pas la transporter seule. Il lui dit que c'était stupide, ce qui l'embarrasse encore plus. Il continue à la taquiner jusqu'à ce qu'elle cède. Yoner, voyant cela, se demande ce que sa famille enseigne à ses enfants. Il se dirige dans la forêt à la recherche des herbes nécessaires. Milia prit la tête et sautait de branche en branche, tandis que les deux autres suivaient. Yuna était impressionnée par ses talents de chasse, tandis que Han-li commentait qu'elle était musclée et que ses mains semblaient celles d'une pratiquante régulière de l'arc et des flèches. Milia entendait tout cela et se sentait mal à l'aise. Puis elle regarde le protagoniste avec une certaine étrangeté. Pour elle, Lehan avait une aura étrange, comme s'il pouvait voir ce que pensaient les autres. Mais ses pensées ont été interrompues lorsqu'il a dit qu'il ne la connaissait qu'une chasseuse à cause du logo Shadow Patrol autour de sa taille. Ils se rendent compte qu'elle écoutait leur conversation. Alors il lui demande de les attendre pour qu'ils avancent ensemble. Nelia refuse obstinément leur aide. Lehan pense que seule Yuna peut reconnaître l'herbe grâce à son expérience. De plus en plus agacée par Lehan, Nelia lui demande quel est son rôle dans l'équipe, puisqu'elle est la guide et que Yoner identifie les herbes. Sachant que Nelia ne serait pas heureuse d'être ici, il voulait seulement suivre. Han-li donne l'excuse qu'il est là pour les protéger. Milia observe son physique et en déduit que Han-li vient d'une famille de chevaliers. Elle lui demande pourquoi il est dans la tour bleue s'il est de chevalier, mais Han-li répond qu'il vient d'une famille comme tout autre. Milia réagit vivement en apprenant cela. Elle crie même le nom du directeur de prison avec étonnement. Sa réaction était semblable à celle de quelqu'un qui entend le nom d'un monstre terrifiant,
inquiétant Han Lee quant aux rumeurs sur sa famille. La propriétaire explique que dans les familles nobles, les religieuses propagent les rumeurs les plus bizarres. Cela a rendu Li Han très curieux de savoir ce que ces rumeurs étaient réellement. Il y a de nombreuses rumeurs, dont certaines affirment que le patriarche est un dragon qui brûle tous les morts vivants avec ses flammes lors de l'événement de la fureur des morts vivants. D'autres disent que la famille a un contrat avec les esprits des ancêtres, et c'est pourquoi ils possèdent d'énormes talents magiques, mais au prix de la perte de leurs émotions. Certains disent même que la famille est cruelle, car une fois, les mages de la famille Vodnaz ont détruit une ville lors d'une rébellion. Après avoir entendu cela, Han Lee a finalement compris pourquoi tout le monde le regardait comme s'ils avaient en vue un monstre. Malgré cela, Han Lee s'est demandé pourquoi seule sa famille avait ces rumeurs, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de mages de différentes familles impliqués dans des événements majeurs. Melia, qui observait constamment, avait changé son avis sur lui. Elle le voyait enfin comme une personne normale et non comme un monstre impitoyable. Elle lui dit alors d'arrêter de pleurer sur ses rumeurs et de retourner chercher des herbes. Yoner et Li Han continuent leurs recherches au sol, tandis que Nelia se balançait dans les arbres comme Tarzan. Elle découvre quelque chose d'intéressant et informe les autres. Plus tard, elle leur a demandé de voir ce qu'elle avait trouvé. C'est une peu profonde empreinte de quelque chose de gros. Elle est curieuse de savoir de quoi il s'agit, mais Yoner, malgré sa politesse, n'est pas intéressée. Melia trouve cela étrange, comme elle seule aime ces choses. Cependant, Li Han semblait aussi intéressée à savoir ce qu'il s'agissait. Cela étonne Melia et la rend heureuse. Puis elle a demandé à Li Han s'il trouvait vraiment intéressant, et il a rapidement répondu pourquoi il n'était pas intéressé. Il semble étrange qu'une personne aristocratique soit ainsi fascinée par les animaux sauvages. Vraiment. Melia, de plus en plus embarrassée, termine la conversation en leur disant d'être prudent lorsqu'ils rencontrent une telle chose. Surtout dans cette forêt, il est difficile de savoir ce qui y vit. Après tout, il y avait toutes sortes de rumeurs selon lesquelles différents types de monstres habitèrent la forêt de l'Académie. Parce que ma réponse est recouverte de mana, les monstres sont toujours là. Des monstres artificiels peuvent être trouvés ici. Ils décident alors de changer de route et de suivre les empreintes pour éviter les embuscades. Li Han demande à Nelia de lui apprendre à marcher dans la forêt. Melia doute que Li Han soit en mesure d'apprendre, mais il insiste sur le fait qu'il fera de son mieux. Voyant son insistance, Nelia se retourna et dit avec un sourire sur le visage, elle le défie de voir jusqu'où il peut aller, alors ils partent à nouveau à la recherche des herbes. Les trois hommes traversent la forêt jusqu'à ce qu'ils trouvent enfin l'herbe. Malheureusement, cependant, il n'y a que 2 herbes à cet endroit. Le maître suggère d'en chercher plus ailleurs, mais les 2 autres restent silencieux et regardent derrière elle. Lorsque Yona décida de regarder aussi, elle est immédiatement choquée. Une créature s'approche d'eux. Un gigantesque sanglier s'approchait d'eux. Le sanglier les regardait férocement. Li Han les avertit que ce n'était pas de l'ennui ordinaire. Le sanglier suppose que l'attaque se tient dans une situation où ils ne sont pas armés. Han Li tire sa baguette comme arme. Dans ce monde, la baguette magique peut changer de taille à tout moment. Alors Li Han l'a transformée en lance. Nelia est impressionnée et se souvient de la famille. Il vient de World Maze, une famille de grands mages qui ont probablement appris la magie avant d'aller à l'école. Li Han, qui se sent confiant, est prêt à affronter la créature. Mais Melia lui dit que si cela ne fonctionne pas, vous devriez courir, car elle va distraire la créature afin que les 2 autres puissent s'échapper. Le propriétaire du magasin et Li Han sont touchés par l'altruisme de Nelia, mais elle est embarrassée et répond qu'elle est la seule d'entre eux capable de le faire. Han Li la remercie avant que le sanglier ne se précipite vers lui. Aux yeux de Nelia, il semblait que Han Li était sur le point de vaincre le sanglier par la magie. Han Li se serra fermement à son bâton de lance et se prépare. L'ennemi revient à l'époque où Li Han avait 10 ans et on lui apprend l'importance d'utiliser différents types d'armes pour gérer différentes situations. Car ce n'est qu'ainsi qu'une personne peut passer par le processus de l'illumination et être capable d'injecter du mana dans ses armes, créant ainsi une aura. Cependant, seuls quelques-uns réussissent à atteindre ce niveau. Han Li, qui suit toute cette formation sur l'aura, ne voit pas l'intérêt d'apprendre à l'utiliser. Comme le seul à devenir mage, il a dit à Aralong qu'il n'avait aucune raison de former son corps. Malheureusement, Aralong a complètement mal compris les paroles de Han Li. Ce malentendu l'a poussé à entraîner davantage Han Li pour devenir un utilisateur d'aura. De retour au présent, nous voyons Han Li se précipiter avec sa baguette magique et sa lance. Il l'a enfoncé dans la bouche d'un sanglier. Les 2 autres hommes furent surpris par son geste soudain. Le sanglier roulait de douleur et s'effondre, mort. Les 2 furent choqués par le spectacle. Ils s'attendent à ce qu'il tue le sanglier par magie, plutôt que d'utiliser sa baguette comme arme d'Emily. Bien que cela n'y ressemble pas, la baguette est extrêmement durable et peut être utilisée en combat physique. Cependant, il est impossible de tuer un sanglier sans magie. Celui-ci se transforme en monstre. Han Li est capable de tuer le sanglier car il a involontairement utilisé du mana instinctivement. Après cela, il vérifia le sanglier, confirmant sa mort. Nelia sort la baguette de la gueule du sanglier et la rend à Li. Han Yoer est toujours au sol, remettant du choc et réfléchissant. La classe est dangereuse. Puis, les 3 entendent des cris au loin. Ils pensent que les autres étudiants sont dans la même situation. Ils se dirigent vers la source du cri. À leur arrivée,
Nelia est la première à évaluer la situation sous la falaise où des étudiants affrontent les mêmes défis. Comme plusieurs étudiants sont ensemble, le protagoniste propose d'observer. Un étudiant décide de faire face à la créature, Ashton Dashar. Yuna le reconnaît. Dashar est une famille noble très célèbre, presque autant que les premiers ministres de l'Empire. Pour cette raison, Li-Han pense qu'il pourrait gérer le sanglier. Debout devant la princesse, sa confiance face au sanglier est évidente. Il crie au sanglier, déclarant qu'il prédira ses mouvements. Le sanglier s'est précipité vers Ashan, qui s'écarte. Ashton en profite pour attaquer. Le coup fut inefficace et n'a infligé que de légères blessures, rendant le sanglier encore plus en colère et agressif. Puis le sanglier donna un coup de pied puissant et s'envola hors des cendres. Puis il tourna son regard vers les autres étudiants, mais quelqu'un s'avance pour les protéger. La princesse mène la défense de tout le monde. Nelia admire son courage. Yuna demande à Li-Han s'il interviendra. Li-Han observe silencieux, tandis que le sanglier avance lentement vers la princesse. Ardenheart réfléchit à une stratégie. Avec sa baguette à la main, elle se prépare à faire face au sanglier. Cependant, avant qu'elle puisse agir, le sanglier s'attaque par derrière. Elle regarde la scène confuse et ne comprend pas. Puis le sanglier tombe inconscient. Derrière elle se trouve Han Li, heureux de ne pas avoir été repéré avant l'attaque. Nelia était à ses côtés. Elle expliquait que c'était la raison principale de s'approcher de l'ennemi contre le vent. Arnad le regarda et le reconnut à nouveau. Elle le remercie officiellement, et Li-Han répond de la même manière. Nelia observe leur conversation et demande à Yoner pourquoi ils sont si formels l'un avec l'autre, alors qu'ils sont étudiants de la même année. Anad promet de rembourser son aide, et Han Li lui demande immédiatement son aide pour lui faire exposer sa demande. Anad est nerveuse sur les questions qu'il pourrait poser. Han Li lui demande alors de lui dire quels cours lui rendront le plus facile d'obtenir de bonnes notes à l'école. En entendant cela, Anad était très déçue par Han Li. Elle ne pouvait pas croire qu'un directeur cherchait une issue facile. Elle pensait que Li-Han essayait juste de la provoquer. Mais avec un sourire innocent, Han Li a continué à lui demander si elle connaissait le moyen le plus simple. Cependant, si quelqu'un criait de la forêt, prétendant avoir reçu une réponse à travers sa question, cela rendait Han Li très nerveux, comme s'il savait déjà ce qui allait se passer ensuite. Il avait rencontré une situation similaire dans ses vies antérieures. Un sentiment inconfortable mais très familier le prit possession. Derrière lui, quelqu'un a crié son nom de famille. Son professeur a répondu à la question de Han Li en disant que la classe d'alchimie était l'endroit où il a trouvé la facilité qu'il cherchait. Voyant la ressemblance étonnante entre le professeur d'alchimie et son ancien professeur, Han Li a été choqué. Cependant, il s'est rapidement calmé et a dit qu'il savait déjà comment gérer la situation. Avec un sourire sur le visage, il répondit que ce genre de choses n'est possible qu'avec la passion et l'amour. Yuri Golem attendait cette réponse pour aider à trouver sa passion et son amour. Les autres étudiants, même Hart et Hart, étaient impressionnés que Li-Han attirait un autre professeur, alors que Yuri observait. Après avoir évalué la situation, Yuri termina le cours. Il était mécontent que seuls 2 groupes aient rencontré des sangliers. Il expliqua que son intention n'était pas seulement de faire chercher des herbes. Le véritable objectif est de découvrir les situations lors du processus de collecte des herbes. Selon lui, les alchimistes doivent se préparer à différents types de situations. Son explication finit par irriter tout le monde. Puis Yoner lui demanda s'il avait vraiment besoin de l'herbe que tout le monde cherchait, puisqu'ils avaient beaucoup de mal à trouver d'eux. Leurs mannequins, qui pensaient que personne ne les trouverait vraiment, étaient impressionnés par ces 3, avec un sourire sur le visage. Il les loue pour leur talent et leur dit qu'ils ont réussi sa classe. Finalement, il a dit à Han Li qu'il ferait mieux de rester dans la classe. Li-Han était pessimiste et pensait être en difficulté. Sans choix, il a menti en disant qu'il voulait apprendre l'alchimie. En entendant cela, Uregolam pensa que Han Li était plus mature, puis il lui dit qu'il aurait le privilège de tuer des sangliers et de trouver des herbes. Le privilège était que Han Li et les 2 autres seraient autorisés à utiliser sa cabane dans la forêt à tout moment. Li-Han imaginait immédiatement que son professeur voulait qu'il fasse des tâches ménagères dans sa cabane. Uregolam remarqua que Li-Han avait mal compris et lui expliquerait mieux. Le plus grand défi à l'académie est la pénurie de nourriture, et Han Li finira par en souffrir. Han Li se demanda comment ils ont des choix alimentaires limités, un grand inconvénient pour les nobles de la Tour Bleue. Urangolum dit que sa cabane contenait une grande variété d'ingrédients et d'épices. En entendant cela, Li-Han comprit ce que voulait dire le professeur. À son avis, il croit qu'il sera invité au buffet à tout moment. Cela l'a grandement motivé à suivre des cours d'alchimie, ce qui a rendu Uregolum encore plus heureux. Mais contrairement à Protagion, d'autres étudiants n'étaient pas du tout satisfaits de la décision des professeurs de publier un conseil d'administration les attaquant. Pendant ce temps, Lohan n'était plus surpris par ce qui pouvait se passer dans cette école. En ce moment, il ne se souciait que d'une seule chose. Le temps passait et maintenant nous voyons une cabane dans la forêt avec une belle rivière à côté. Nous les avons vus tous les 3 porter ensemble les planches jusqu'à la cabane. En arrivant à la cabane, Han Li se détendit et se sentait soulagé. Son objectif est d'abattre ce sanglier géant. Le maître voulait dire quelque chose,
même si ça semble inconfortable. Elle demanda si elle pouvait l'aider à couper le sanglier pour obtenir de la viande en échange. Milia se demanda si les nobles pouvaient abattre des sangliers. Han Li l'appela par son nom, puis, avec une expression sérieuse, demanda si elle ne voulait pas de viande. Elle réagit immédiatement, avec la même expression sérieuse. Puis elle ferma les yeux et réfléchit à ce qu'elle allait faire. Finalement, elle décide de les aider en échange de la monnaie pour manger de la viande. Après cela, Li Han pense à eux et comment ils devraient l'aider à abattre l'ennui. Uregalom est arrivé avec l'équipement et le processus d'abattage commence. Miria regarde Han Li couper l'ennuyeux et remarque qu'il fait un bon travail. Elle se demande si certains nobles savent faire cela. Au fil du temps, ils ont terminé la découpe et la séparation des morceaux de viande les plus importants. Quant aux intestins, ils décident de les utiliser pour faire des saucisses. Li Han décide de fumer la viande pour la conserver le plus longtemps possible. Uregalom voit ce que Li fait et est à nouveau impressionné par le personnage principal, car selon ses connaissances, la viande se détériore même lorsqu'elle est conservée au froid, donc fumer est le meilleur moyen de la conserver. Uregolan est de plus en plus impressionné par le talent de Li Han, même au-delà de ses attentes, mais ses pensées sont interrompues par le bruit de son estomac rugissant de faim. En entendant le ventre du professeur grogner, le protagoniste lui demande s'il a faim. Li Han se met alors à cuire sa viande coupée. Pendant ce temps, Mungolan apportait quelques ingrédients de sa cabane. Après cela, ils préparèrent la table à manger. Finalement, ils se procurèrent toute la nourriture. Irrégular se servit un sandwich avec du pain et 2 tranches de viande. Nilia et Yoner mélangent la viande avec du pain et de la confiture apportée de la cabane. Tout le monde est satisfait de la nourriture, surtout de la confiture sucrant la viande. Léane exprime sa gratitude pour l'expérience. Ils finissent leur repas satisfaits. Bien qu'ils mangent beaucoup, il reste encore de la viande. Yoner et Li Han doivent réfléchir à ce qu'il faut faire du reste de la viande. Ne sachant pas quoi faire, ils gardent le silence parce qu'ils le veulent. Nelia suggère de partager la viande avec d'autres étudiants. Les 2 hommes savent immédiatement ce qu'ils devaient faire. Ils ignorent les conseils de Nelia et parlent de vendre la viande aux étudiants. Leur plan était de la vendre aux nobles de la tour du Dragon Bleu. Nelia est choquée par leur avidité. Elle ne le savait pas encore, mais il y avait d'un fort désir dans son ton de gagner de l'argent pour leurs projets futurs. Elle reste sceptique et demande s'ils veulent vraiment tout vendre pour de l'argent. Les 2 lui ont demandé si elle voulait se joindre à eux, mais elle a dit qu'elle ne le partagerait pas avec ses amis. Il n'y avait aucun sens pour eux de regarder 3 hommes discuter avec lui, tout en donnant quelque chose qui pouvait être vendu. Ces 3 hommes sont talentueux, mais aussi gênants. Assis sous un arbre, votre Régule sourit au ciel. À son plaisir, ces journées seront désormais plus animées. Le temps passe et maintenant nous sommes de retour à la tour du Dragon Vert. Il y a une odeur étrange dans cette région. Les élèves qui passèrent par là ont commencé à remarquer le parfum. C'est l'odeur du barbecue. Quelqu'un fait un barbecue près de la tour des nobles. Yoner et Li Han sourient et demandent aux autres s'ils ont faim. Les nobles sont choqués et confus par ce qui se passe. Ils demandent à ces 2 hommes ce qu'ils font là. Li Han ne répond pas et les invite à s'asseoir, disant qu'il les servirait. Les nobles sont enthousiastes et salivent. Cependant, cela coûte 2 pièces d'argent chacun. Les nobles sont reconnaissants de manger de la viande après si longtemps. Tout le monde crie le nom du protagoniste et celui de Yoner. Yoner et Li Han sont heureux de vendre à un prix élevé, partageant un sourire de satisfaction. En entendant le bruit de l'extérieur, Gainando quitte la tour affamé et voit un tas de viande. Henli a remarqué sa présence et l'a salué. Puis, il dit à Gainando de s'amuser. Le prince était assis à la table pour manger, mais avant qu'il puisse toucher à la viande, Han Li entra, l'empêcha de manger et demanda une pièce d'argent. Gainando se demanda si Han Li le facturait vraiment et dit qu'il n'avait pas d'argent. Le protagoniste tire quelque chose de sa poche et dit à Gainando que ce n'est pas un problème. Il sort de sa poche un contrat de prêt signé par Gainando pour pouvoir payer ses repas. Cela fait trembler Gainando de nervosité, comme s'il voulait dire quelque chose à Li Han. Puis il a signé le contrat en criant avec enthousiasme, pensant que Han Li était trop gentil avec lui. Il a même pleuré de joie en pensant qu'il avait fait de si bons amis. Derrière lui, Yoner et Li Han le regardaient manger en souriant. La journée se termine et tout le monde est satisfait. Le lendemain, les élèves doivent passer à la prochaine classe. Ils se dirigent vers la classe. La prochaine leçon est une éducation de base sur la magie, mais 2 nobles interrogent si cette classe est vraiment nécessaire pour eux, amenant Li Han à se moquer de leur arrogance. Après cela, chacun se dirige vers son bureau et une voix familière les salue. Le personnage principal reconnaît la voix. Il appartenait à Crazy Lish depuis le premier jour, mais maintenant c'est leur nouveau professeur. La première chose qu'il fait est d'observer les élèves. Il a remarqué que bien que cela ait pris 1 mois, tout le monde avait trouvé de la nourriture. Un noble aux cheveux bleus demanda au directeur s'il voulait vraiment que chacun trouve sa nourriture par lui-même. Quand il commence à se plaindre davantage, le directeur utilise sa magie pour le faire taire. Après cela, dit le directeur avec un sourire sarcastique, il était heureux qu'ils aient tous compris ce qu'ils devaient faire. Ce qu'il pensait, c'était que le rythme de développement de la tour King Long était beaucoup plus rapide cette année.
Normalement, Black Tortue Building est classé premier et White Tiger Building est classé second. La tour Qinglong, où seuls les nobles vivent, est généralement la plus lente. Notant que les nobles vivent bien, le directeur est heureux. Cependant, il sait que tout cela doit à une seule personne. Tout s'est bien passé parce que Li Han était là. Pour le directeur, Han Li était différent des autres. On ne peut pas croire qu'il vient d'une famille aussi prestigieuse. Comme la flexibilité et la liberté créative sont importantes pour devenir un bon mage, le principal lutte souvent avec les nouveaux étudiants nobles. Puis le noble aux cheveux bleus demanda au directeur quel était le but de cette leçon. Le directeur a loué sa question, mais avant de répondre, il a demandé à l'élève ce qu'il pensait pourrait être, mais l'élève a répondu qu'il ne savait pas. Le principal explique ensuite que cette leçon est importante parce que l'empereur le tient responsable des mages qui ont obtenu leur diplôme et ont causé des ennuis à l'empire. La réponse du directeur a laissé les élèves incroyables. Le directeur en colère a commenté que ces seniors avaient causé de nombreux problèmes en dehors du collège et qu'ils devaient donc être tenus responsables de leurs erreurs. Sur un ton de colère et de menace, le directeur a demandé aux élèves s'ils comprenaient l'importance de la leçon. Continuant son discours, il a dit qu'aucun mage n'est différent et que tous causeront des problèmes à l'avenir. Il a donc instruit les élèves à lire ensemble la même page du livre, à haute voix et de ne pas blesser les autres. Insatisfait, il leur dit de parler plus fort. Tous ont crié ensemble de ne pas blesser les autres. Leurs cris pouvaient être entendus même à l'extérieur de l'école. Le directeur a conclu en disant qu'il espérait qu'ils seraient tous plus gentils après cet exercice. Maintenant, il demande à 2 élèves de l'aider dans l'exercice suivant. Tous les élèves évitent le contact visuel et Liam envisage de se porter volontaire. Le directeur les a menacés en disant que tout le monde souffrirait davantage si personne ne se portait volontaire. Liam a pris l'initiative, pensant que cela pourrait lui apporter quelques avantages. La réaction du directeur était un ton légèrement surpris, avec un sourire malveillant. Il semblait heureux, mais le faux sourire que le protagoniste disait était un privilège pour lui d'aider son professeur. Le directeur a vu à travers ses mensonges et a dit qu'il détestait les mensonges. Cependant, il lui pardonne d'être un homme d'action. Garnando lui demande s'il est fou, car personne ne sait ce qui se passe en s'impliquant avec le directeur. Un autre étudiant dit à Ganado que le protagoniste se sacrifie en réalité pour les autres, sans hésiter. Le prince croit pleinement sa parole. Alors Ganando songe à partir avec son ami, mais il est trop effrayé. Ashton Dark a pris l'initiative de se porter volontaire pour aider le directeur. Le directeur reconnut immédiatement lui et sa famille. Lian regarda Shane et se demanda s'il avait aussi l'idée de profiter du directeur. Ashton ajusta alors ses lunettes comme s'il voulait avoir l'air cool. En regardant en arrière, il dit à Hanley qu'il allait maintenant rembourser l'aide de sa classe d'alchimie, mais Hanley dit que ce n'est pas nécessaire, et Ashton répond que pour les Dalkheads, chaque dette doit être payée. Soudain, le directeur a interrompu la conversation et a dit qu'il avait besoin de leur aide immédiate. Puis il a commencé à leur donner des tâches, tout en utilisant la magie pour dériver quelques documents aux 2 hommes. Ils doivent transcrire toutes les règles de sécurité pour la prochaine leçon. Le temps passe, il est la nuit. Nous avons entendu à plusieurs reprises quelqu'un dire qu'il ne lui pardonnerait pas. Cet homme est Asen et il est très en colère contre le directeur. Ses yeux brûlaient, presque de colère, parce que le directeur lui avait donné une tâche qu'il pouvait facilement accomplir avec la magie. À côté de lui se trouvait Hanley, qui se souciait de la colère de Yishin contre Hanley. Le directeur les met dans cette situation et les encourage à essayer d'utiliser la magie pour accomplir la tâche. Cependant, il ne savait pas comment ils pouvaient le faire, car ce n'était pas qu'ils ne pouvaient pas utiliser la magie la plus élémentaire. Alors il se leva de son bureau, avec un petit espoir que le directeur pourrait leur laisser une sorte de piste. Ashton remarque que le protagoniste se dirige vers le bureau du directeur et lui demande ce qu'il fait. Le Han répond qu'il vérifiera le bureau du directeur pour tout conseil ou aide. Personne ne s'est trompé, et cela ne peut être considéré comme un vol. Au début, Ashton était sans voix face à sa réponse. Il conclut alors qu'il n'y a rien de mal à voler dans certains cas. Ils ont donc commencé à fouiller les affaires du directeur. Hanley fut le premier à découvrir l'inhabituel. Il y a un tiroir qui émet une étrange lumière verte. Il a appelé Ashen à venir et a dit qu'il avait senti du mana sortir de l'intérieur. Les 2 regardèrent le tiroir et semblèrent un peu hésitants. Mais alors Ashen a pris l'initiative de l'ouvrir. Lorsque le tiroir s'ouvre, un crâne qui ressemble à un directeur d'école saute, les effrayant tous les 2. Immédiatement, Lian décida que c'est une magie hallucinatoire. Puis l'illusion commence à leur parler comme s'ils savaient déjà ce qu'ils veulent faire. Mais avant de donner une réponse, l'illusion se moque d'eux, disant que ce serait triste s'ils ne pouvaient pas comprendre ce qu'ils devaient faire. Après la ridicule, Illusion leur a donné leur premier contrôle de base sur le cercle magique. Et puis il a disparu. Le corps de Eshan trembla et il comprit l'intention du maître. Plus en colère que jamais, il est frustré par la méthode d'enseignement du directeur. Il envisageait même de se rendre auprès du directeur avec Hanley pour porter plainte. Mais à sa surprise, Hanley semblait intéressé à découvrir ce que le directeur voulait qu'il fasse. Ashton l'appelait un traître parce qu'il avait fait ce que le directeur voulait faire. Hanley pensait que se plaindre à un directeur fou ne mènerait nulle part. Cela a convaincu les Asiatiques, et il a accepté, reconnaissant que leurs chances de succès étaient non faibles. Après cela, tous 2 commencèrent à pratiquer la magie, utilisant leur force de volonté et suivant précisément le sort et les mouvements demandés.
Ce n'est qu'ainsi qu'ils pourront réussir à accomplir la magie. Après beaucoup d'entraînement, Ashton a épuisé son mana. Lee-Ham réfléchit à la difficulté de leur action d'exécuter le sort. Pour lui, aligner ses mouvements sur le mana ressemblait à essayer de garder son équilibre sur un monocycle en jonglant. Mais alors il s'est calmé et s'est recentré sur la magie pour se motiver. Il pensait aux difficultés qu'il avait confrontées dans sa vie passée. Son esprit s'est stabilisé et il a commencé à exécuter les mouvements de magie. Finalement, il cria de bouger, et la magie coule dans la quille, qui commence à bouger, puis la quille commence à voler devant lui. Cela le rend heureux du résultat, si la montagne le surprend à nouveau maintenant. Il essaie de faire bouger la plume vers la droite, mais cela se trompe, et la plume s'envole rapidement vers la fenêtre, brisant la fenêtre. Lee-Han ne comprenait pas, et fut surpris par ce qui s'est passé. La plume volait si fort qu'elle ne s'arrêtait qu'après avoir touché un arbre. Le temps passe, et maintenant Han Li a deux problèmes avec cette magie. Pour réussir ce sort, il faut non seulement terminer le sort, mais aussi le canaliser constamment. Heureusement, Psychique n'était pas trop difficile, alors il essaie encore. Concentré, il réussit lentement à maîtriser la plume. Soudain, le directeur entre et dit qu'il terminera le travail avec sa magie. Lee-Han est distrait et perd encore le contrôle de la plume. La plume vole dans la pièce et se dirige vers le directeur. Elle frappe sa tête. Lee-Han est effrayé, réalisant qu'il a attaqué le directeur. Ashton pense que c'est bien ce que Han Li a fait. En voyant le principal, nous voyons que la plume se froisse en le touchant. Le directeur a vu tout cela et a félicité Han Li d'avoir dépassé ses attentes une fois de plus. Et lui et le directeur ne se souciaient même pas de ce qui s'est passé. Voyant que le directeur était de bonne humeur, Lee-Han a profité de l'occasion pour lui demander quelques conseils sur le contrôle des objets. En entendant cela, le directeur se rend compte que le protagoniste, malgré avoir terminé le sort, lutte toujours avec le contrôle des objets. Il affirme alors qu'il est normal que tous les élèves aient de telles difficultés, et en entendant cela, le protagoniste se sent soulagé de penser que ce n'est pas le problème qu'il a causé. Mais le directeur dit ensuite que c'était un mensonge et que l'exécution du sort est le plus difficile. Il ajoute que le contrôle des objets est difficile uniquement pour des personnes spéciales et que Han Li devra le résoudre lui-même. Irrité, Han Li le remercie de force avec un sourire, ce qui agace le directeur et le rend embarrassé. Il a dit qu'il s'amuserait mieux si c'était un autre garçon. Puis il enveloppa ses deux magies, tout en disant à Lee-Han que sa connaissance de la magie augmenterait avec son utilisation. Finalement, il leur dit tous les deux d'aller dîner et de téléporter Han Li à la cafétéria. Han Li a été surpris par la téléportation, mais il s'est rapidement rétabli et a atterri dans une posture élégante. Se levant, le protagoniste se plaint que le directeur n'utilise jamais la téléportation quand c'est nécessaire, mais le fait pour envoyer. En regardant autour, Lee-Han réalise qu'il est seul. Il se dirige vers la table et mange du pain et du riz, avec un peu de viande stockée sur lui. Pendant qu'il mangeait, une silhouette étrange arrive par derrière. La princesse Adenar le surprend, car il ne s'attendait pas à la voir là. Poliment, il demande à la princesse pourquoi elle est là. Elle lui tend un papier avec les informations qu'il avait demandées auparavant. Han Li est très reconnaissant et la remercie poliment. En ouvrant le journal, quelque chose attire son attention. Elle lui tend les détails des cours populaires, pas des cours faciles à obtenir des notes élevées. Une surprise, même le cours d'alchimie est classé parmi les cours populaires. Il explique à la princesse qu'il cherche des cours où il est facile d'obtenir des notes élevées. Cela l'a laissée confuse et ne comprenait pas ce qu'il voulait dire. Il a donc commencé à expliquer que les cours populaires étaient en fait les plus difficiles parce qu'ils étaient très compétitifs, ce qui n'était pas ce qu'il voulait. Après une telle explication, elle comprit enfin ce qu'il recherchait. À son désarroi, un membre de la famille Wardenas cherche des raccourcis à l'intérieur de l'école. Elle se rendit compte que son impression de lui était complètement fausse. Soudain, elle met la main dans sa poche. Elle sortit de sa poche ce que Han Li voulait. L'expression de Han Li s'était complètement transformée en celle d'une personne qui venait de recevoir un énorme trésor. Il y a 3 cours sur papier. Le premier est l'art de l'épée de base, rare en école de magie. Le deuxième est le combat magique de base, peu attrayant pour les étudiants. Mais cela importe peu au protagoniste, qui veut simplifier sa vie. Déçue, la princesse s'éloigne après avoir remercié Han Li. Un autre jour passe. Pendant qu'il marche, le protagoniste déplore le refus de son ami de suivre des cours indésirables avec lui. Bienando ne voyait aucune raison de suivre ces cours. Ensuite, vous voulez refuser avec quelques excuses. Finalement, Ashton est en colère contre le choix du personnage principal. Néanmoins, les protagonistes acceptent leur refus, sachant que ces professions sont imprévisibles. Mais il connaît le fait que les professeurs sont exigeants, ne se soucient pas de ce que vous faites après les cours et assignent souvent des tâches très fatigantes. Donc, il a besoin d'un sujet où il n'a pas à s'inquiéter des devoirs. Il s'approcha de la salle de classe et remarque quelque chose de grave. Les cours de combat magique de base ont lieu dans le sous-sol de l'académie. Le personnage principal a un sentiment étrange que quelque chose ne va pas à cet endroit. Dans l'Empire, il existe un dicton selon lequel on ne devrait jamais entrer imprudemment dans la tour magique, car on pourrait faire partie d'une histoire pour enfants qui raconte des enfants coincés pendant une semaine.
Enfant, le protagoniste lisait ces histoires, mais les pensait exagérées. Notre dragon confirme alors que ces histoires étaient effectivement exagérées, et qu'en fait, une personne ne pouvait pas survivre dans de telles conditions. Effrayé, Han Li en tant qu'enfant respectait surtout la tour la plus effrayante. Pour cette raison, aucun étudiant n'a jamais exploré l'académie, bien qu'il soit curieux. Malgré sa peur, le protagoniste essaie de se convaincre d'entrer dans la pièce. Soudain, le directeur apparut à ses côtés et lui demanda s'il avait l'intention d'entrer au premier étage du sous-sol de l'académie. Le protagoniste est surpris par l'apparition soudaine du directeur, mais il retrouve son calme. Voyant cela, il salua poliment le directeur. Après cela, il a demandé au directeur s'il pouvait lui dire quelque chose avant d'entrer dans le sous-sol. Le directeur a répondu qu'il n'avait rien à dire, mais a ajouté qu'il mettrait une fleur sur la tombe de le Hans si son corps était retrouvé. Le protagoniste, plein de colère, maudit dans son cœur le proviseur, mais continue de garder un faux sourire sur son visage. C'est l'attitude que l'académie attend de ses diplômés. Sans autre choix, le personnage principal décide de s'aventurer dans le sous-sol. Alors qu'il traverse le sous-sol, le protagoniste remarque que tout semble normal. Cependant, la porte de sa salle de classe semblait très intime. Une personne passait devant lui. C'est un étudiant qui semble aussi être en classe. En voyant cela, le personnage principal pousse un soupir de soulagement, car il n'est pas le seul à suivre ce cours. Mais malheureusement pour lui, les étudiants là-bas ont simplement pris le mauvais virage. Lorsqu'ils reviennent sur leur chemin, les étudiants se demandent si quelqu'un serait assez fou pour y aller volontairement. Le protagoniste se sent stupide et décide d'ouvrir la porte. Lorsqu'il entra dans la pièce, il vit 3 autres étudiants, maintenant debout à côté d'un homme et d'une jeune fille animale. Il entend le génie mentionner qu'il pense qu'il est dans la mauvaise classe. Alors qu'il se dirige vers ses bureaux, le protagoniste remarque une sphère sur chacun de ses bureaux. Puis, le professeur apparut de l'arrière de la salle et invita tout le monde à prendre place. Personne ne le remarqua avant qu'il ne parle. Il semble être un vampire. Il s'appelle Greg Sangranto et c'est leur nouveau professeur. Greg Sangranto se présente calmement comme le professeur de classe. Le professeur Greg a exprimé son désir d'enseigner à tout le monde sur un ton calme. Puis il commença sa leçon en expliquant que la sphère sur la table est un minéral sensible au mana appelé Star Spirit Stone. Ces pierres dégagent d'un pouvoir divin capable de changer lorsqu'elles sont injectées dans le mana de quelqu'un. Le professeur demande donc à ses élèves d'injecter leur mana dans la sphère. Le Han essaie, mais il n'a pas confiance dans son succès. Chacun injecte son mana dans la sphère pour la faire flotter. Voyant que cet exercice était si simple, Han Le a demandé si la pierre était spéciale, comme un artefact plutôt qu'une simple pierre. Il a même remarqué que ces pierres avaient des marques, probablement faites par le professeur. Cependant, un étudiant derrière lui semblait avoir du mal à contrôler la pierre. La pierre a commencé à voler incontrôlée vers le haut, jusqu'à ce qu'elle s'arrête soudainement en hauteur. Le professeur Greg explique que la sphère est contrôlée par l'utilisateur. Les étudiants ont poussé un soupir de soulagement après avoir entendu cela. Cependant, la sphère s'envole vers lui et le frappe dans le ventre. Après, Greg explique que la sphère n'est pas limitée à causer des dommages, et il les avertit de faire attention à ne pas détruire la sphère. Il ordonne à chacun de faire flotter la sphère à nouveau et de la déplacer en rond uniformément. Han trouve difficile de déplacer la sphère. Un étudiant parvient à dessiner un cercle et le dit avec enthousiasme au professeur, mais Greg ne montre aucune réaction et dit simplement à l'étudiant de le dessiner à nouveau. Dezardine. L'étudiant fut immédiatement découragé par la réponse du professeur. Il se demandait si le cours consistait simplement à faire un ou plusieurs mouvements. Puis, de manière courte et directe, Lee Han a demandé s'ils arrêteraient de dessiner des cercles à un moment donné. Le professeur a répondu qu'ils ne s'arrêteraient que lorsqu'ils auraient accompli correctement l'exercice. Satisfait d'entendre cela, les étudiants ont demandé s'ils pouvaient aller aux toilettes, et le professeur leur a permis d'y aller. Ils ont donc sauté les cours sous prétexte d'aller aux toilettes. Une autre étudiante qui était présente les a vus partir et a dit qu'elle voulait partir aussi. Cependant, son visage n'était pas beau du tout, puis elle s'est évanouie et a toujours atterri sur Han Li. Elle ne joue que pour sortir de la classe, et fait même l'éloge de son jeu. Han Li s'approche d'elle et lui demande ce qui s'est passé. Elle ne joue pas. Elle se sent mal à l'aise parce qu'elle a utilisé la magie. Han Li, conscient de ce problème, raconte à son professeur ce qui s'était passé. Greg ne prête pas attention et lui dit juste qu'elle devrait retourner créer le cercle dès que possible et qu'elle récupère. Et différent, Han Li réalise qu'il sera probablement le seul à rester dans cette classe. Les minutes passent et Han Li essaye de comprendre l'organisation, alors il demande comment fonctionne le système de notation. Greg répond qu'il donnerait des notes en fonction du classement, quel que soit le nombre d'élèves. Cette réponse est suffisante pour Han Li. Pour lui, cela lui permettra d'obtenir une bonne note globale et de recevoir son diplôme avec distinction. Même ces tâches répétitives sont désormais un plaisir pour lui. Lorsque Greg observe l'enthousiasme du personnage principal, il est surpris de voir un élève rester dans sa classe. Chaque année, de nouveaux élèves apparaissent, mais la plupart quittent après le premier jour, comme s'il n'y avait eu aucun élève l'année précédente. Le professeur Greg ne s'en souciait pas, puisque son contrat stipulait seulement qu'il devait s'occuper de la classe. Il restait donc dans sa chambre en attendant que le temps passe jusqu'à ce que Lee Han rejoigne sa classe. Désormais, il doit enseigner à un noble étrange, très différent des nobles ordinaires qui passaient par sa classe.
Un noble qui dégage une maturité qu'il n'a jamais vue chez un autre élève. Pour Greg, ce garçon est spécial, même si nous n'avons pas beaucoup d'informations sur lui.